Le jardin n'est pas un sanctuaire, c'est un champ de bataille chimique. Pour l'agronome amateur, la culture de la terre évoque le calme et l'esthétique végétale. On imagine la photosynthèse silencieuse et la croissance lente des tiges. Mais cette tranquillité est une illusion d'optique. Pourquoi une simple plante verte produirait-elle des composés mortels? La réponse est purement évolutive. Pour survivre, le végétal doit dissuader le prédateur. Il synthétise des armes. De nombreux cultivateurs sèment et récoltent sans conscience du danger biologique immédiat. Ils manipulent des structures vivantes capables de provoquer des brûlures chimiques, des arrêts respiratoires ou des défaillances organiques. En apparence, une culture vivrière inoffensive, prête pour l'assiette. Mais à l'intérieur des tissus, des alcaloïdes et des toxines s'accumulent à des concentrations critiques. L'analyse porte ici sur 20 espèces spécifiques. Ce ne sont pas des plantes exotiques rares cachées dans une jungle lointaine. Ce sont des cultures présentes dans la majorité des parcelles résidentielles. La méconnaissance de ces risques transforme le potager en zone dangereuse. Il y a ici une nuance cruciale. La sécurité des mammifères domestiques et des occupants humains dépend d'un protocole strict. En fin de rapport, une procédure de neutralisation sera détaillée pour sécuriser le périmètre biologique. La menace est invisible, mais elle est réelle. Une seule graine contient une charge mortelle. C'est un piège biologique parfait. Pour l'horticulteur, l'attrait initial est purement visuel. Le ricin déploie des feuilles immenses et une structure tropicale massive. Une pigmentation rouge profond sature le paysage, créant un point focal immédiat dans les massifs. C'est une architecture végétale impressionnante qui domine l'espace. Mais cette esthétique cache une toxicité absolue. Ce n'est pas simplement une plante ornementale, c'est l'un des organismes les plus dangereux de la flore mondiale. Pourquoi cette plante est-elle encore cultivée? L'industrie cherche l'huile. Le jardinier cherche le volume. Mais le cœur du danger réside dans la capsule. À l'intérieur, les graines contiennent de la ricine. Ce n'est pas un simple irritant. C'est un composé protéique qui bloque la synthèse cellulaire. L'ingestion provoque une défaillance systémique rapide. Quelques milligrammes suffisent pour arrêter les fonctions vitales d'un adulte. En toxicologie, la marge d'erreur est inexistante. En apparence, une légumineuse inoffensive au motif marbré. Mais à l'intérieur, un arsenal chimique actif. Le risque de confusion est élevé. Pour un enfant ou un animal domestique, la graine ressemble à un haricot comestible. La texture est lisse, la forme est familière, l'ingestion est presque instinctive. Le danger ne s'arrête pas là. Le simple contact cutané déclenche des réactions immédiates. La sève contient des allergènes puissants. Sans protection, l'épiderme brûle. Les yeux s'irritent. La plante défend son territoire contre tout intrus. La gestion de cette espèce demande une rigueur de laboratoire. Si la culture est maintenue, le protocole doit être strict, le jardinier doit s'équiper. Gants épais en caoutchouc, manches longues impératives. Aucun contact direct avec la peau n'est toléré. La logistique d'élimination est tout aussi critique. Il est interdit de jeter les résidus au compost habituel. Les toxines persistent dans la matière organique en décomposition. Les gousses, les graines et les tiges mortes doivent finir dans des sacs hermétiques scellés. C'est un déchet dangereux, pas de l'engrais. L'information est la première ligne de défense. Chaque membre du foyer doit identifier la menace. L'erreur d'identification ne pardonne pas. Cependant, la solution la plus pragmatique reste l'élimination préventive. Si la zone est fréquentée par des enfants ou des animaux, le risque statistique est trop élevé. La botanique offre des alternatives tactiques. Le canard rouge
ou les colocasia fournissent la même densité visuelle. Les feuilles sont larges, la croissance est rapide, l'impact tropical est identique, mais la toxicité est absente. Le choix est purement logique. La sécurité du périmètre prime sur l'esthétique. Une erreur de quelques centimètres peut être fatale. La rhubarbe est une énigme botanique. Pour le jardinier, c'est une source fiable de tiges acides pour la transformation alimentaire. Pour le chimiste, c'est un conteneur biologique d'acide oxalique. Pourquoi la plante concentre-t-elle un poison violent dans ses feuilles? C'est un mécanisme de défense brutal contre les prédateurs. Les tiges brillent d'un rouge rubis intense, gorgé d'eau et de fibres comestibles. Mais juste au-dessus, les larges feuilles vertes agissent comme des panneaux solaires toxiques. L'ingestion de ces tissus déclenche une réaction physiologique immédiate. Nausées violentes, vomissements incontrôlables. Les reins subissent un stress majeur en tentant de filtrer les cristaux d'oxalate. Dans les cas extrêmes, le système s'arrête. En apparence, une plante potagère inoffensive et luxuriante. Mais à l'intérieur des feuilles, la concentration de composés nocifs rivalise avec certaines plantes sauvages dangereuses. Le risque principal est la confusion visuelle. Un enfant ne fait pas la distinction entre la tige rouge et la feuille verte. Un animal domestique curieux mâchonne ce qui se trouve à sa portée. Même pour un cultivateur expérimenté, la fatigue joue un rôle. Lors d'une récolte massive, quand les végétaux s'empilent, il est facile de laisser passer un fragment de feuille. La plante semble saine, ce qui abaisse la vigilance naturelle de l'homme. La prévention repose sur une logistique stricte. Il faut traiter le feuillage comme un déchet industriel toxique dès l'instant de la récolte. Le sectionnement se fait sur le terrain, jamais en intérieur. Coupez la feuille. Elle doit tomber directement dans un sac hermétique ou un conteneur dédié. Il y a ici une nuance cruciale. Ne jetez jamais ces feuilles au compost. Le processus de décomposition ne neutralise pas immédiatement les toxines. Un tas de compost accessible devient un piège chimique pour la faune sauvage ou vos propres animaux. Ces composés ne doivent pas retourner dans le cycle de votre sol nourricier. La sécurité passe par le zonage physique. Installez une clôture autour de la parcelle. Étiquetez clairement la zone pour les visiteurs. Si l'accès est impossible, l'accident est évité. Dans la zone de préparation culinaire, la ségrégation doit être totale. Tiges à gauche, résidus foliaires à droite. L'élimination des déchets est immédiate. Sous l'eau courante, le rinçage élimine les dernières traces de terre et de sève potentiellement contaminées. À l'examen rapproché, vérifiez la structure de la tige. Si elle est molle, flétrie ou décolorée par le soleil, coupez largement. En agronomie pratique, le doute n'a pas sa place. Si la structure de la plante semble compromise, elle est rejetée. La rhubarbe reste une culture de choix pour son rendement calorique et sa robustesse. Il suffit d'appliquer le protocole. Respectez la chimie de la plante. La ressource est ainsi sécurisée sans danger collatéral. Une des cultures les plus répandues sur le globe. Pourtant, elle figure sur la liste des espèces à haut risque. Pourquoi un légume de base représente-t-il une menace biologique? La réponse tient en un seul composé chimique. La troisième culture exigeant une vigilance absolue est la pomme de terre. Cela semble paradoxal. C'est l'amidon le plus consommé, le carburant de nombreuses nations. Mais la plante ne cherche pas à vous nourrir. Son objectif est de protéger sa reproduction. Les tissus de la pomme de terre contiennent de la solanine. C'est un glycoalcaloïde toxique, présent dans les feuilles, les tiges et surtout les tubercules mal protégés. Le mécanisme est déclenché par la lumière. En agronomie pratique,
Le problème survient lorsque le tubercule pousse trop près de la surface. L'érosion ou un mauvais paillage expose la peau aux rayons ultraviolets. La réaction est immédiate. En apparence, une simple coloration verte sur la peau du légume. Mais à l'intérieur, une usine chimique tourne à plein régime. La teinte verte signale la présence de chlorophylle inoffensive, mais elle indique surtout une accumulation parallèle et invisible de solanine. L'ingestion de cette substance attaque le système nerveux. Nausées, céphalées, troubles neurologiques sévères. Le seuil de toxicité est bas. L'organisme réagit violemment à de faibles doses. Les enfants et les animaux domestiques sont les premières cibles, souvent tentés de grignoter un tubercule fraîchement déterré, mais ce n'est pas une fatalité. La gestion du risque est purement logistique. Le jardinier doit agir comme un ingénieur. Il faut bloquer les photons. La technique du buttage est essentielle. On ramène la terre ou le paillis autour du pied pour créer une barrière physique opaque. Le tubercule doit se développer dans l'obscurité totale du sous-sol. Lors de la récolte, le contrôle qualité doit être rigoureux. Tout tubercule présentant une nuance verdâtre ou un début de germination est écarté. Il ne s'agit pas de gaspillage, mais de sécurité sanitaire. Même logique pour les parties aériennes. Certaines sources mentionnent les légumes verts de pommes de terre. C'est une erreur biologique. Les feuilles et les tiges sont saturées de toxines pour repousser les insectes. Elles sont strictement non comestibles. La vigilance continue après la récolte. Le stockage est une opération de préservation. L'entrepôt ou la cave doit être frais, sec et totalement obscur. Un sac en plastique fin ne suffit pas. La lumière traverse et réactive la production de solanine. À l'examen rapproché, si les yeux du tubercule s'ouvrent et que des germes pâles apparaissent, la structure interne se dégrade. La chair ramollit. Il faut inspecter les stocks régulièrement et éliminer les éléments instables. Pour sécuriser la zone de production, l'isolement physique est recommandé. Des clôtures ou des bacs de culture surélevés empêchent les animaux de creuser. La pomme de terre reste une source d'énergie formidable, mais elle ne pardonne pas la négligence. Supprimez la lumière, triez drastiquement et ne consommez que la chair saine. La récolte est alors sécurisée. Une dose de cyanure potentielle dans chaque bouchée. Pourquoi cultiver une plante capable de tuer? Pour ses fleurs aromatiques et ses fruits transformés. Mais à l'état brut, c'est un danger biologique immédiat. Le quatrième végétal exigeant une manipulation de haute précision est le sureau. Les horticulteurs recherchent ces grappes sombres et brillantes pour la production de sirop, de vin et de confiture. Mais la biologie de la plante est défensive. Tiges, feuilles, racines. Chaque fibre contient des glycosides cyanogènes. Une fois ingérés, ces composés déclenchent une réaction chimique libérant du cyanure dans l'organisme. L'erreur classique, en agronomie domestique, provient d'une confusion sur le stade de maturité. En apparence, un fruit juteux prêt à être cueilli. Mais à l'intérieur, une bombe chimique prête à se déclencher lors de la digestion. Les enfants sont attirés par la couleur violette intense des grappes avant qu'elles ne soient chimiquement stables. Les animaux domestiques mâchent les tiges tombées au sol ou le feuillage bas. Même le cultivateur expérimenté peut faire l'erreur de goûter la récolte brute ou de filtrer un sirop insuffisamment chauffé. La réaction physiologique est brutale. Nausées violentes, vomissements immédiats, crampes abdominales. Le système digestif tente d'expulser la toxine par tous les moyens. À forte dose, les conséquences cliniques s'aggravent rapidement. La gestion du risque exige une rigueur quasi industrielle. Vous devez établir un protocole de récolte strict.
Seules les baies d'une couleur profonde et molle au toucher sont viables pour la transformation. L'étape de l'égrappage est critique. Les tiges et les petits pédoncules verts doivent être retirés mécaniquement avec précision. Ils sont impropres à la consommation humaine. Ensuite vient la neutralisation thermique. La cuisson n'est pas une option, c'est une nécessité sanitaire. Une ébullition franche et prolongée est requise pour casser la structure moléculaire des composés dangereux. Sur le plan visuel, la pulpe éclate et le jus change de texture sous l'effet de la chaleur. La gestion des déchets est tout aussi importante. Les résidus de feuilles, de tiges et de fruits verts ne vont pas au compost. Ils finissent dans des sacs hermétiques pour une élimination sécurisée afin d'éviter toute contamination du sol ou ingestion accidentelle par la faune. Le zonage de la plantation est stratégique. L'arbuste doit être isolé physiquement des aires de jeu et des zones de passage des animaux. La signalisation est indispensable. Si des intervenants extérieurs approchent, le message doit être clair. Aucune consommation sur pied. L'installation de filets de protection remplit une double fonction logistique. Elle empêche la cueillette opportuniste et retient les fruits chutant au sol. Le sureau n'est pas une collation. C'est une matière première nécessitant transformation. Considérez-le comme une culture de rente nécessitant un traitement en usine plutôt qu'un arbuste d'ornement. Récolte à maturité optimale. Cuisson systématique de chaque lot. Exclusion totale des parties végétatives en cuisine. C'est à ce prix que la production de conserves devient sécurisée. Une seule molécule mal identifiée peut transformer une infusion curative en poison. La plante suivante exige un protocole de sécurité strict. L'achillée millefeuille. Pour l'horticulteur, cette espèce possède une valeur technique indéniable. Son feuillage finement découpé maximise la capture de l'humidité ambiante, tandis que ses inflorescences riches en nectar servent de station de ravitaillement pour les insectes pollinisateurs. Mais à l'intérieur des cellules végétales, une synthèse complexe opère. Le risque provient de composés volatiles spécifiques, notamment la thujone. Pourquoi cette substance est-elle critique? À faible concentration, elle est active. À dose élevée, elle devient toxique. Les animaux domestiques sont les premières victimes potentielles. L'ingestion de tiges ou de fleurs brutes déclenche des réactions physiologiques néfastes. Pour l'être humain, le danger est d'abord cutané. Les individus sensibles développent des dermatites de contact sévères. La peau rougit et s'enflamme. Dans un jardin domestique, les accidents résultent rarement de la plante elle-même, mais d'une erreur logistique humaine. Le surdosage est fréquent. Les herboristes novices préparent des infusions trop concentrées, ignorant que la durée d'extraction modifie la chimie de la solution. Le dosage n'est pas une option, c'est une contrainte biologique. Il existe une nuance importante. D'autres utilisateurs confondent l'achillée avec des sosies toxiques. Lorsque la plante est jeune, avant le stade de floraison, l'identification visuelle est difficile. En apparence, une simple rosette de feuilles vertes. Mais à l'intérieur, une génétique potentiellement mortelle si l'on a affaire à certaines ombellifères toxiques. L'erreur d'identification à ce stade ne pardonne pas. Le risque physique augmente lors de la récolte. Sous un soleil intense, les huiles essentielles remontent à la surface des tissus pour limiter l'évaporation. C'est à cet instant que le potentiel irritant est maximal. Couper ces tiges sans protection revient à exposer l'épiderme à un agent caustique. Vous pouvez neutraliser ces risques par des habitudes mécaniques simples. L'utilisation doit rester parcimonieuse. L'usage interne est proscrit sans la validation d'un professionnel qualifié.
Si la culture vise uniquement le soutien aux pollinisateurs, le balisage est impératif. Installez un marqueur visuel clair pour empêcher toute récolte accidentelle par un tiers. L'équipement de protection individuelle est non négociable. Gants épais, manches longues. Après chaque manipulation, un lavage minutieux de la peau élimine les résidus lipidiques invisibles. La gestion de l'espace est tout aussi cruciale. L'achillée ne doit jamais côtoyer les zones de jeu ou les sentiers empruntés par les animaux. Séparez physiquement cette culture des zones de production alimentaire. L'achillée est une plante opportuniste qui se ressème seule. Un plant spontané surgissant au milieu d'une rangée de légumes constitue un risque de contamination croisée lors de la récolte. Si une pousse volontaire apparaît parmi les comestibles, l'extraction doit être immédiate et totale. L'identification correcte repose sur une analyse sensorielle précise. Observez la texture de la feuille, semblable à une plume. Notez les corymbes plats formés par de minuscules fleurs blanches ou pastels. Écrasez un fragment de tissu. L'odeur aromatique distincte est une signature chimique fiable. En l'absence de certitude absolue, la récolte est annulée. L'achillée reste un outil botanique performant si elle est traitée avec rigueur. Étiquetez les plants. Manipulez avec protection. Ne considérez jamais les extraits concentrés comme inoffensifs. Avec des frontières physiques et chimiques strictes, vous exploitez les bénéfices sans subir la toxicité. Une réputation de guérisseuse, une réalité toxique. La 6e plante exige une vigilance absolue. C'est la consoude. Pourquoi cette plante est-elle crainte par les toxicologues? Parce qu'elle attaque le filtre principal du corps humain. En agronomie pratique, de nombreux cultivateurs la valorisent pour la fabrication de cataplasmes et sa capacité technique à accumuler les nutriments pour enrichir les tas de compost. Mais il y a un piège chimique invisible. La consoude synthétise des alcaloïdes pyrrolizidiniques. Ce ne sont pas de simples molécules inertes. Ce sont des composés actifs directement liés à des lésions hépatiques sévères en cas d'ingestion prolongée sur la durée. Le danger ne s'arrête pas à la barrière digestive. Même une application locale sur une peau écorchée permet l'absorption des toxines dans le flux sanguin. C'est pour cette raison précise que les autorités sanitaires déconseillent formellement la consommation interne et appellent à une rigueur extrême pour l'usage externe. Dans un jardin domestique, les risques se manifestent selon 2 vecteurs principaux. Premièrement, l'erreur humaine. L'amateur enthousiaste prépare des infusions ou des teintures pour un usage interne, ignorant la toxicité cumulative qui s'installe dans ses organes. Deuxièmement, la logistique spatiale. La consoude est un conquérant agressif. En apparence, une simple plante verte aux larges feuilles. Mais en sous-sol, c'est un réseau d'invasion. Un seul fragment de racine oublié dans la terre suffit pour relancer la machine biologique. Le tissu végétal se régénère. En accéléré, on observerait le système racinaire coloniser les plates-bandes voisines en quelques semaines, se mêlant aux cultures comestibles. Cela augmente drastiquement la probabilité statistique qu'une personne récolte la mauvaise feuille pour une tisane ou qu'elle laisse des résidus de taille là où les animaux domestiques peuvent les mâcher. La mitigation du risque passe par des protocoles de confinement stricts. Planter la consoude dans une zone isolée géographiquement ou dans un grand conteneur en béton. Les racines ne doivent pas avoir la possibilité physique de migrer vers les zones de production alimentaire. L'étiquetage est votre première ligne de défense. Utilisez des balises claires. Usage externe uniquement. Une fois récoltées, les feuilles doivent être stockées dans des conteneurs hermétiques, loin des zones de préparation culinaire. Si vous fabriquez des onguents, la règle est absolue.
jamais sur une plaie ouverte, jamais à la portée des enfants ou des animaux. La manipulation des feuilles fraîches exige aussi de la discipline. Lavez-vous les mains immédiatement après contact. Si votre épiderme est sensible, le port de gants est un impératif technique. L'échelle est microscopique, mais les conséquences sont systémiques. Lors de l'alimentation du jardin, le compostage de la consoude doit se faire à haute température pour dégrader la matière organique de façon complète. N'utilisez jamais de purin de consoude sur des feuilles destinées à être consommées crues le jour même. Mais parfois, il faut éliminer la culture. L'extraction est laborieuse. Il faut retirer le collet central et la totalité des racines traçantes. Le sol doit être surveillé. Des repousses apparaîtront inévitablement. Il faudra creuser à nouveau, encore et encore. La consoude reste une source de biomasse efficace pour des préparations externes calculées. Mais ce n'est pas une herbe inoffensive. Traitez-la avec respect. Maintenez le confinement et bannissez l'usage interne. La sécurité prime sur le rendement. Une simple graine crue contient un précurseur chimique mortel. Pourquoi cultiver le haricot de Lima malgré le danger? Car c'est une machine à produire des protéines capables de rendement massif. Mais la 7e culture de cette liste exige une vigilance absolue. Les graines brutes stockent des glycosides cyanogènes. Ce n'est pas une erreur de la nature, c'est un mécanisme de défense biologique. Lorsque la graine est mâchée ou mal cuite, ces composés se dégradent instantanément. Ils libèrent du cyanure d'hydrogène directement dans le système digestif. Les conséquences sont physiques et brutales. Nausées, maux de tête violents, vertiges. Dans les cas graves, c'est une intoxication systémique qui nécessite une intervention médicale d'urgence. Le risque varie selon la génétique de la plante. Les cultivars anciens ou traditionnels possèdent souvent une charge toxique élevée. Les types modernes sont sélectionnés pour être plus sûrs, mais à l'état brut, aucun n'est inoffensif. En apparence, une légumineuse classique prête à être consommée. Mais à l'intérieur, une structure chimique instable qui réagit à la simple mastication. L'erreur se produit souvent dans la zone domestique par manque de protocole. Un enfant ou un animal domestique grignote une cosse fraîche directement dans le jardin. La barrière de sécurité est franchie en quelques secondes. En cuisine, le danger est thermique. Le jardinier pressé fait sauter des haricots simplement trempés sans ébullition préalable. Ou pire, il utilise une mijoteuse électrique. Il y a ici une nuance technique critique. Les appareils à basse température ne chauffent pas assez pour neutraliser la toxine. Parfois, ils créent l'environnement idéal pour maintenir le poison actif. De même, des haricots secs laissés dans des bacs ouverts invitent à la dégustation accidentelle par des mains curieuses. La prévention repose sur un protocole industriel appliqué à la cuisine familiale. Traitez tout haricot de Lima comme une matière non comestible jusqu'à traitement thermique complet. Le processus nécessite une ébullition vigoureuse. À l'observation rapprochée, l'eau doit rouler et fumer. Maintenez cette intensité pendant au moins 10 minutes pour casser les liaisons chimiques du poison. Ensuite seulement, baissez le feu pour terminer la cuisson jusqu'à tendreté. Si la cuisson lente est nécessaire pour la recette, le passage préalable sur le brûleur principal à haute température est une étape obligatoire. Ne goûtez jamais une fève en cours de route pour vérifier la texture. La gestion des stocks est la dernière ligne de défense. Les gousses récoltées et les grains écossais doivent rester hors de portée des enfants et des animaux. Les haricots secs finissent dans des conteneurs hermétiquement scellés,
avec un étiquetage précis. Pour l'horticulteur qui conserve ses propres semences, la traçabilité est vitale d'une année sur l'autre. Ne diluez jamais votre approvisionnement alimentaire avec des variétés inconnues ou mal identifiées. À l'inspection visuelle, tout grain présentant de la moisissure, une odeur suspecte ou des traces de ravageurs est immédiatement rejeté. Le haricot de Lima est une ressource calorique majeure lorsqu'il est traité avec rigueur scientifique. Faites bouillir en premier, cuisez à cœur, isolez le produit brut. La récolte devient alors un atout stratégique sécurisé, débarrassé de tout risque sanitaire. Un simple noyau d'abricot. À l'intérieur, ce n'est pas une graine inoffensive, c'est un précurseur chimique mortel. La prudence est la seule règle valable avec ce fruit. Si la chair de l'abricot est une source de glucides sûrs, le noyau dur cache une toute autre réalité biologique. Il contient de l'amygdaline. Une fois ingérée, cette molécule interagit avec les enzymes digestives et se dégrade. Le résultat de cette réaction est la libération de cyanure dans l'organisme. Pourquoi la plante fait-elle cela? Pour se défendre? L'ingestion de petites quantités déclenche une réponse systémique immédiate. Maux de tête violents, nausées, vertiges et confusion mentale. Le corps lutte pour expulser la toxine. À des doses plus élevées, le système nerveux sature. Le danger est critique pour les organismes à faible masse corporelle, notamment les enfants et les animaux domestiques. Leur seuil de tolérance est infime. En apparence, une amande comestible, mais à l'intérieur, un poison actif. Les accidents domestiques ne surviennent pas par hasard. Ils débutent par la curiosité ou la désinformation. Après la consommation de la pulpe sucrée, la tentation de briser la coque ligneuse pour examiner l'intérieur est fréquente. Sur Internet, certains mythes circulent encore. On parle de super-aliments ou d'une prétendue vitamine B17. Ces affirmations ne reposent sur aucune base biochimique sérieuse. La science est claire. Il n'y a aucun bénéfice nutritionnel, seulement un risque de toxicité avéré. Le mimétisme aggrave le risque. Les enfants observent les adultes casser des noix et reproduisent le geste avec les noyaux d'abricot. Les animaux, attirés par les résidus de fruits, mâchent les coques jetées au sol. La paroi cède, libérant l'amygdaline. La stratégie de sécurité est binaire. Ne jamais consommer l'amande. Seule la chair du fruit doit être exploitée. L'élimination des déchets doit être immédiate et définitive. La gestion logistique des résidus est stricte. Collectez les noyaux au fur et à mesure du traitement des fruits. Placez-les dans un sac hermétique. Jetez le tout dans la poubelle destinée aux ordures ménagères. Ne tentez jamais le compostage. C'est une erreur technique courante. La chaleur générée par un tas de compost domestique est insuffisante pour neutraliser la chimie du noyau. Le mécanisme de décomposition échoue. Les coques restent intactes ou, pire, se brisent et libèrent des résidus toxiques dans votre futur terreau. Vous ne voulez pas de cyanure dans vos planches de culture maraîchère. Lors de la production de confitures, de sirops ou de fruits séchés, l'hygiène de l'espace de travail est impérative. Les rebuts ne doivent jamais croiser la chaîne alimentaire. L'ordre doit régner dans l'atelier de transformation. Le stockage des fruits récoltés demande aussi de la vigilance. Un fruit tombé au sol pourri, la chair se désagrège et le noyau devient accessible. Un chien curieux peut l'avaler en quelques secondes. Si vous partagez votre production avec le voisinage, la communication doit être factuelle. Rappelez que le noyau est un déchet dangereux, pas une collation. L'abricotier est un atout productif pour le jardinier qui maîtrise la taille et l'entretien.
traiter les noyaux comme des matières dangereuses, gérer les flux de déchets avec rigueur. La récolte est sécurisée, le risque est éliminé. Toute la douceur de l'abricot cache souvent un risque invisible. Passons à la culture numéro 9, le manioc. C'est le carburant principal de nombreuses régions tropicales, une véritable machine à calories capable d'une productivité massive. Mais la biologie impose ici une taxe élevée. Les racines brutes et les feuilles regorgent de glycosides cyanogènes. Pourquoi cette plante est-elle dangereuse? Car une simple réaction chimique libère du cyanure dans le corps. Cela se produit lors de la mastication ou d'une préparation négligée. Les symptômes sont brutaux, maux de tête violents, vertiges, intoxication sévère. Pour un enfant, le seuil de tolérance est terriblement bas. Le risque augmente avec les variétés dites amères. Mais il y a ici une nuance. Même les types doux sont dangereux à l'état brut. Dans les jardins domestiques, le problème vient souvent de l'ignorance des processus. Le nouveau cultivateur traite le manioc comme une simple pomme de terre. Il tranche, il jette à la poêle. Il omet l'ébullition initiale. C'est une erreur critique. La toxine résiste à une simple friture. D'autres commettent l'imprudence de grignoter un morceau cru lors de la récolte. Ils veulent tester la texture de l'amidon. C'est un pari risqué. Les feuilles trompent aussi l'œil. Elles sont utilisées comme légumes verts dans les cuisines traditionnelles. Mais elles exigent une cuisson intense pour neutraliser la chimie interne. Le danger ne se limite pas à l'homme. Un animal domestique peut déterrer une racine stockée. Il mâche. L'issue est un empoisonnement rapide. La sécurité repose sur un protocole logistique strict en cuisine. Cela commence par une action mécanique. Il faut éplucher la racine en profondeur. L'objectif est de retirer l'écorce dure et la pellicule rosée sous-jacente. C'est précisément là que les cyanogènes se concentrent. Une fois la racine blanche exposée, le rinçage est obligatoire. Ensuite, deux options, le trempage prolongé ou l'attaque thermique directe. L'ébullition doit être vigoureuse. Maintenez un gros bouillon pendant au moins 15 à 20 minutes. L'eau extrait le poison. Par conséquent, cette eau de cuisson devient un déchet toxique. Il faut la jeter impérativement. La cuisson continue ensuite, selon la recette, jusqu'à tendreté complète des fibres. Interdiction formelle de goûter avant la fin du processus thermique. Pour les feuilles, la procédure est similaire. On élimine les tiges. On hache finement la matière. On bout à fond. Le choix de la génétique est stratégique. Il faut privilégier des semences réputées et des cultivars à faible teneur en cyanure destinés à la consommation fraîche. Sur le terrain, l'étiquetage doit être clair. Personne ne doit confondre cette plante avec une culture à grignoter sur place. Le stockage des racines récoltées se fait hors de portée des enfants et des animaux. Il ne s'agit pas d'un simple garde-manger, mais d'une zone de sécurité. En apparence, sécher des copeaux crus semble logique pour la conservation. Mais à l'intérieur, le cyanure reste intact. Ne déshydratez jamais le manioc cru sans maîtriser les méthodes traditionnelles comme la fermentation. Ces techniques ancestrales sont conçues pour briser la molécule toxique. Le manioc peut nourrir une famille entière si le climat le permet. C'est une ressource de survie puissante. Mais ce n'est pas une culture de loisir. Si l'expérience manque, l'apprentissage pratique auprès de cultivateurs vétérans est nécessaire. Sinon, mieux vaut s'en tenir aux racines familières comme la patate douce. Respectez le processus chimique, cuisez la matière à fond. La sécurité alimentaire est alors garantie. Une simple poignée de haricots. Mal préparée, elle devient un danger biologique immédiat. Le 10e produit de cette liste exige une vigilance absolue.
le haricot rouge. Cuit, c'est une source de protéines denses et économiques. Cru, c'est un réservoir de phytohémagglutinine. Ce nom complexe désigne une lectine naturelle, un mécanisme de défense chimique de la graine. L'ingestion provoque des troubles digestifs sévères, nausées intenses, vomissements. Le corps tente d'expulser la substance en quelques heures seulement. Pourquoi les jardiniers amateurs se font-ils piéger? Parce que l'apparence est trompeuse. Après le trempage, le haricot gonfle. Il semble prêt à une cuisson douce. Mais c'est une erreur technique. En apparence, la graine est inoffensive et hydratée. Mais à l'intérieur, la structure de la toxine est intacte. Les mijoteuses électriques sont souvent responsables des intoxications. Réglées sur basse température, elles chauffent le haricot sans jamais atteindre le point de rupture de la lectine. Une chaleur tiède est pire que l'absence de cuisson, car elle active certains processus sans détruire le poison. Goûter un haricot en cours de cuisson pour vérifier sa texture est une autre faute de procédure. La toxine reste active tant que le liquide n'a pas bouilli violemment. La neutralisation suit une séquence logistique stricte. Première phase, l'hydratation. Immergez les haricots secs dans un grand volume d'eau. Une fois le trempage terminé, cette eau est contaminée. Elle doit être évacuée. Deuxième phase, le choc thermique. Placez les légumineuses dans une eau fraîche. Portez le récipient à une ébullition franche et vigoureuse. Observez la surface de l'eau. Il faut de gros bouillons, une turbulence maximale. Cette étape doit durer au minimum 10 minutes. C'est le seuil critique. Ce n'est qu'après ce traitement thermique agressif que vous pouvez réduire le feu. La cuisson se poursuit alors jusqu'à ce que la chair soit tendre. Si l'utilisation d'une mijoteuse est nécessaire, l'ébullition préalable sur une plaque de cuisson est obligatoire. Ne comptez jamais sur un simple maintien au chaud pour sécuriser des haricots crus. La gestion des stocks demande aussi de la rigueur. Dans le garde-manger, les haricots secs doivent être stockés dans des conteneurs hermétiques. L'étiquetage doit être lisible. Ces réserves doivent rester hors de portée des enfants et des animaux qui pourraient ingérer les graines crues par curiosité. Il y a ici une règle économique brutale. Si un lot a un goût suspect ou si l'ébullition n'a pas été maintenue, éliminez tout. Ne tentez pas de sauver le plat. La sécurité sanitaire l'emporte sur l'économie de ressources. Le haricot rouge est un aliment de base puissant pour le budget et la santé, à condition de respecter la chimie. Appliquez la haute température. La toxine disparaît, laissant place à l'énergie vitale. Quelques milligrammes d'alcaloïdes suffisent pour provoquer une défaillance systémique. Cela permet d'éviter les repas marqués par une intoxication aux lectines. Mais une autre menace biologique subsiste. La 11e plante à bannir impérativement du périmètre domestique est la morelle. Il s'agit plus spécifiquement de la belladone et de la morelle douce amère. Pourquoi cette plante est-elle dangereuse? Elle semble inoffensive avec son feuillage dense. Mais à l'intérieur, c'est une usine chimique active. Ces plantes ornementales produisent des feuilles luisantes et des fruits visuellement attractifs. Pourtant, leurs tissus sont saturés d'alcaloïdes puissants, atropine, scopolamine et solanine. L'ingestion déclenche une réaction physiologique immédiate. Sécheresse brutale des muqueuses, dilatation extrême des pupilles, le système nerveux bascule dans la confusion et les hallucinations. Le rythme cardiaque s'accélère jusqu'à la tachycardie. Dans les cas d'intoxication sévère, le pronostic vital est engagé. Les cibles principales sont les enfants et les animaux domestiques. Pour eux, les baies brillantes
ressemblent à des fruits comestibles inoffensifs. C'est un piège évolutif. La confusion est fréquente car le terme morel désigne une vaste famille botanique incluant des cultures vivrières majeures. La tomate, le piment, l'aubergine et la pomme de terre appartiennent au même groupe génétique. Il y a ici une nuance importante. Ces légumes sont sûrs lorsqu'ils sont cultivés et consommés correctement. Les variétés ornementales ou sauvages ne le sont pas. L'identification visuelle doit être rigoureuse. La belladone se distingue par des fleurs violettes en forme de cloche et des baies d'un noir profond. La morelle douce amère possède une structure différente. C'est une plante grimpante. Ses fleurs forment des étoiles violettes et ses baies suivent un cycle de maturation précis. Elles passent du vert à l'orange, puis au rouge vif. Ces espèces colonisent les zones marginales. On les trouve le long des clôtures, dans les haies, près des tas de compost ou dans les zones humides. Elles s'infiltrent dans les parterres cultivés sans être détectées, en apparence une simple mauvaise herbe, mais au contact, un risque sanitaire réel. L'élimination exige un protocole de sécurité. Le port de gants épais et de manches longues est obligatoire lors de l'arrachage ou de la taille. La sève ne doit jamais entrer en contact avec la peau ou le visage. Après l'intervention, les mains et les outils métalliques doivent être lavés méticuleusement pour éliminer toute trace de toxines. Une erreur critique à éviter, ne jamais brûler les résidus de taille. La combustion vaporise les composants chimiques, rendant la fumée toxique pour les poumons. La logistique d'évacuation est stricte. Toutes les parties de la plante, y compris le système racinaire et les baies, doivent être placées dans des sacs hermétiques. Ces déchets partent aux ordures ménagères, jamais au compost. Si des fruits sont tombés au sol, la collecte doit être exhaustive. Cela empêche la faune locale de s'empoisonner et bloque le processus de réensemencement naturel. La meilleure défense reste la surveillance active. Une patrouille des bordures de jardin doit être effectuée plusieurs fois par saison. L'objectif est d'éliminer les semis avant que les racines ne s'établissent en profondeur. Il faut aussi instruire les membres du foyer. La règle est simple. Les baies noires, brillantes ou rouges vifs sur des plantes inconnues sont interdites de contact. Si vous recherchez un feuillage sombre et spectaculaire, des alternatives sans risque existent. Le coléus à feuilles foncées ou le basilic violet prospèrent au soleil. Le cher convient aux zones ombragées. La morelle possède une longue histoire en pharmacologie, mais son utilisation relève du contrôle professionnel strict. Elle n'a aucune place dans un jardin familial. L'impératif est de supprimer les repousses sauvages rapidement. L'aménagement paysager doit se concentrer sur des espèces ornementales et comestibles qui offrent une esthétique sans dissimuler de dangers biologiques. La sécurité du périmètre est ainsi assurée. Une usine chimique autonome pousse peut-être derrière votre clôture. Le datura est la plante suivante à bannir impérativement de votre périmètre de culture. Parfois nommée pomme épineuse ou stramoine, cette espèce se distingue par une architecture végétale frappante. Pourquoi éviter le datura à tout prix? Parce que sa beauté est un leurre mortel. La plante déploie des fleurs en forme de trompette et produit des capsules de graines hérissées de piquants. Ces structures apportent un aspect dramatique aux bordures. En apparence, une plante ornementale inoffensive. Mais à l'intérieur, chaque cellule est saturée d'alcaloïdes tropaniques puissants. L'analyse chimique révèle la présence d'atropine et de scopolamine à des concentrations élevées.
Ce ne sont pas de simples toxines défensives. L'ingestion déclenche une cascade de réactions physiologiques violentes. Le délire s'installe. Des hallucinations dangereuses brouillent la perception du réel. Le rythme cardiaque s'accélère brutalement. La température corporelle grimpe jusqu'à l'hyperthermie. L'issue peut être fatale. Les enfants et les animaux domestiques sont en première ligne. Les capsules épineuses attirent le regard et la curiosité tactile. Le problème commence souvent par une simple confusion. Certains jardiniers conservent ces gousses étranges pour l'artisanat, ignorant que les graines noires à l'intérieur sont des capsules de poison concentré. Il y a ici une nuance critique. Le datura est un colonisateur agressif. Les semis spontanés surgissent au milieu des planches de légumes ou en bordure de compost. Dans la masse végétale, il est facile de le confondre avec une repousse inoffensive. L'identification doit être visuelle et immédiate. Le protocole d'élimination exige une rigueur quasi chirurgicale. Équipez-vous de gants épais et de manches longues. Le contact cutané doit être évité. Ne touchez jamais votre visage pendant l'opération. La sève ne doit pas atteindre les muqueuses. La manipulation des capsules demande une précaution extrême. Ne secouez pas les tiges. La plante cherche à disperser sa descendance. Si les graines s'éparpillent, le cycle recommence. L'évacuation s'apparente à la gestion de déchets dangereux. Placez la plante entière dans un sac hermétique. Racines, fleurs, feuilles, capsules, tout doit disparaître. Jetez le sac avec les ordures ménagères. Interdiction absolue de composter. Les toxines persistent et contamineraient votre futur terreau. Interdiction absolue de brûler. La fumée transporterait les alcaloïdes directement dans vos poumons. Une fois la zone nettoyée, la décontamination du matériel est obligatoire. Lavez vos mains, vos outils et vos vêtements. Si vous suspectez un déversement accidentel de graines, changez de stratégie. Arrosez légèrement la zone pour fixer les particules au sol. Ensuite, surveillez. En accéléré, on observerait les plantules émerger rapidement après la pluie. Arrachez toute repousse dès son apparition. La prévention reste l'arme la plus efficace. Patrouillez le jardin plusieurs fois par saison. L'objectif est de neutraliser les jeunes plants avant qu'ils ne forment leurs gousses toxiques. Si vous recherchez des floraisons nocturnes odorantes, il existe des alternatives sécurisées. Optez pour l'hypomée blanche ou le tabac d'ornement, tout en les gardant hors de portée directe. Étiquetez vos cultures pour éviter les accidents. Excluez le datura de vos plans de plantation. Supprimez les intrus sans délai. Réservez votre espace et vos ressources pour des espèces ornementales qui n'attendent pas à la vie des occupants du terrain. Votre périmètre de sécurité est rétabli. Quelques milligrammes de glycoside suffisent pour arrêter un cœur humain. C'est une question de chimie pure, pas de malchance. Pourquoi introduire un agent aussi toxique dans son propre jardin? La réponse est souvent esthétique, mais le risque biologique est réel. La 13e plante à surveiller scrupuleusement est la digitale. Ces hampes florales dominent l'espace vertical et attirent l'œil par leur structure en cloche. C'est une architecture efficace pour les pollinisateurs, mais à l'intérieur, chaque cellule végétale est saturée de glycoside cardiaque. Ce sont précisément les composés utilisés par l'industrie pharmaceutique pour synthétiser la digitaline, un médicament puissant pour le cœur. Le dosage est la seule différence entre le remède et le poison. L'ingestion, même minime, sature les récepteurs cellulaires. Le corps réagit immédiatement par des nausées violentes et des vomissements réflexes. Le rythme cardiaque devient irrégulier, chaotique. Dans les cas sévères, la pompe cardiaque s'arrête totalement. La beauté visuelle dissimule un piège biologique mortel si la manipulation est négligente. Le danger principal en horticulture domestique
n'est pas la toxicité directe, mais la confusion botanique. En apparence, les jeunes feuilles de digital semblent inoffensives. À l'examen rapproché, elles imitent parfaitement la texture et la forme de la consoude ou de la bourrache, deux plantes comestibles courantes. Un jardinier pressé, focalisé sur la récolte, peut saisir la mauvaise poignée de verdure. L'erreur est invisible à l'œil nu jusqu'à l'apparition des symptômes. Les animaux domestiques sont également vulnérables sur ce terrain. Une simple exploration au niveau du sol peut conduire un chien à mâcher une tige toxique cachée dans la végétation dense. Le risque ne se limite pas à l'ingestion. Le simple contact cutané avec la sève brute peut provoquer des irritations chimiques chez certaines personnes. La barrière de la peau n'est pas toujours suffisante. La gestion de cette plante demande une discipline quasi militaire. L'isolation est impérative. L'étiquetage doit être visible et sans équivoque pour avertir tout observateur. La zone de culture de la digitale doit être physiquement séparée des planches de légumes et des zones de passage fréquentées par les enfants ou les animaux. Lors de la taille, de la transplantation ou de la suppression des fleurs fanées, les gants de protection sont obligatoires. Considérez cela comme la manipulation de déchets dangereux. Après l'opération, un lavage minutieux des mains est nécessaire pour éliminer toute trace de toxines. Il y a ici une nuance logistique importante concernant l'élimination. Une fois la floraison terminée, les tiges ne doivent jamais rejoindre le tas de compost. Les capsules de graines sèches sont conçues pour s'ouvrir et disperser leur contenu au moindre choc. Si elles germent dans votre compost, vous risquez de voir émerger des semis toxiques au milieu de vos futures cultures vivrières. La procédure correcte exige l'utilisation de sacs en plastique scellés hermétiquement pour une évacuation définitive. Si votre objectif est la structure verticale et la couleur, la botanique offre des solutions de rechange sécurisées. Le muflier ou le pansemon reproduisent la forme et la hauteur de la digitale. Ils occupent le même espace visuel, mais sans la charge toxique. Si vous décidez de conserver la digitale, traitez-la comme un professionnel traiterait un fût de produits chimiques. Elle est fascinante à observer, mais doit être manipulée avec une rigueur absolue. Étiquetez la zone, protégez votre épiderme et gérez les déchets avec précision. C'est ainsi que l'on maintient la sécurité biologique de son terrain sans mettre de vie en danger. Quelques milligrammes de sève, une quantité imperceptible à l'œil nu, mais suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque irréversible. La beauté visuelle est ici un piège biologique mortel. La 14e plante sur la liste de surveillance sanitaire est l'aconite, historiquement connue sous le nom de tuloupe. Pourquoi cultiver un tel risque? La réponse réside dans sa structure. La plante produit des fleurs architecturales en forme de casque, affichant des teintes de bleu profond et de violet saturé. Une esthétique froide parfaite pour les bordures ombragées. En apparence, une plante ornementale inoffensive. Mais à l'intérieur, les tissus sont gorgés d'aconitine. C'est une neurotoxine puissante. Contrairement à d'autres poisons, l'ingestion n'est pas la seule voie d'entrée. La molécule traverse la barrière cutanée. La peau absorbe le poison au simple contact. Une fois dans le système sanguin, l'aconitine perturbe les canaux sodiques des cellules nerveuses. Les symptômes sont mécaniques et brutaux. Cela commence par un engourdissement localisé. Des picotements se propagent le long des membres. Le système électrique du cœur se dérègle, entraînant des troubles du rythme sévères, suivis d'une défaillance respiratoire complète. Dans un environnement domestique, l'accident survient souvent par négligence logistique. L'horticulteur divise une souche de racines à main nue. Un geste machinal pour essuyer la sueur du front suffit. Le transfert de la toxine vers les muqueuses est immédiat.
Une tige coupée pour un bouquet laisse perler de la sève sur un comptoir de cuisine. La surface devient une zone contaminée invisible. Le danger s'étend aux occupants vulnérables. La forme complexe des fleurs attire l'attention des enfants. Les animaux domestiques peuvent mâcher le feuillage si la plante est accessible. Il y a ici une nuance importante. La mort de la plante ne neutralise pas la menace. Les tiges séchées et les vieux bouquets conservent une charge toxique active. La manipulation de débris végétaux nécessite une vigilance constante. Si la présence de l'aconite est confirmée, les protocoles de sécurité doivent changer radicalement. Considérez la zone comme un site de stockage de produits chimiques dangereux. L'équipement de protection individuelle est obligatoire. Gants en nitrile imperméables. Manches longues pour couvrir les avant-bras. Chaussures fermées pour éviter tout contact accidentel avec la sève au sol. Toute lésion cutanée, même une simple égratignure, constitue une porte d'entrée directe pour le poison. Ne touchez jamais votre visage pendant l'opération. Après l'intervention, une procédure de décontamination s'impose. Lavage intensif des mains, des outils et de toute peau exposée. La logistique d'élimination est stricte. Ne placez jamais cette plante dans des compositions intérieures où la sève pourrait toucher des surfaces alimentaires. Le compostage est formellement interdit. La décomposition ne détruit pas toujours la toxine, qui risquerait de contaminer le futur terreau. Tous les résidus doivent être scellés dans des sacs poubelles étanches et évacués vers la filière des déchets ménagers. Le zonage est crucial. L'aconite doit être physiquement isolée des cultures potagères, des aires de jeu et des passages fréquents. L'étiquetage n'est pas optionnel. Un marquage clair et industriel doit avertir de la toxicité pour empêcher toute manipulation par des tiers ou des invités. Si vous donnez des divisions de racines, la traçabilité du risque est votre responsabilité. Fournissez des avertissements écrits. Si la décision est prise d'éliminer la menace, l'extraction doit être totale. Il faut creuser pour retirer la couronne racinaire entière. Le moindre fragment restant peut régénérer la plante. Surveillez le sol pour les repousses printanières. L'objectif est souvent la couleur, pas le danger. Si vous cherchez des épis au ton froid, l'agronomie propose des substituts sûrs. Le pied d'alouette, la dauphinelle ou la véronique offrent le même spectre visuel. Elles nécessitent des gants basiques, mais sans risque mortel. L'aconite est une prouesse botanique, mais dans un périmètre familial, le calcul est rapide. Le risque dépasse largement le bénéfice esthétique. La sécurité du terrain prime sur la décoration. Une seule feuille ingérée suffit à provoquer un arrêt cardiaque chez un adulte. La plante suivante à bannir absolument d'un jardin familial est le laurier rose. Cet arbuste à feuilles persistantes domine les paysages des climats chauds grâce à son feuillage dense et ses grappes de fleurs roses, blanches ou rouges. Pourquoi cette espèce est-elle si dangereuse? La biologie de la plante est conçue pour tuer. Chaque partie du laurier rose est saturée de poison. Les feuilles, les fleurs, les tiges et même le système racinaire contiennent des glycosides cardiaques puissants. Ce ne sont pas de simples irritants digestifs. Ces composés chimiques interfèrent directement avec l'activité électrique du cœur. Une ingestion accidentelle perturbe le rythme cardiaque, entraîne des maladies graves et conduit souvent à la mort. Les problèmes domestiques commencent généralement par une erreur de logistique et de placement. En agronomie pratique, le laurier rose est valorisé pour sa tolérance extrême à la chaleur et à la sécheresse. On l'utilise fréquemment comme haie brise-vue le long des allées, des chemins d'accès
et des zones récréatives. C'est ici que le risque devient critique. Les enfants ont un accès direct au feuillage toxique. Les animaux domestiques peuvent mâcher les débris végétaux tombés au sol. En apparence, c'est un simple arbuste ornemental. Mais à l'intérieur, c'est un réacteur chimique produisant des agents mortels. Les jardiniers sous-estiment souvent le danger lors des opérations de maintenance. Le mécanisme d'intoxication est rapide. Une personne taille une branche, la sève entre en contact avec ses mains, puis elle touche son visage ou manipule de la nourriture avant de se laver. Les toxines pénètrent l'organisme. Une erreur encore plus grave concerne l'élimination thermique. Brûler les résidus de taille est strictement interdit. La combustion libère une fumée chargée de particules toxiques. L'inhalation de ces vapeurs irrite violemment les poumons et les yeux. Ce n'est pas de la fumée de bois ordinaire, c'est un aérosol nocif, dangereux à respirer. L'échelle des précautions doit être maximale. Si vous possédez déjà du laurier rose sur votre terrain, traitez-le avec un respect absolu. Le protocole de sécurité exige le port de gants imperméables, de lunettes de protection et de vêtements à manches longues lors de la taille. Aucun contact cutané n'est tolérable. Conservez des outils spécifiquement dédiés à cette plante ou décontaminez-les méticuleusement après usage. La gestion des déchets est stricte. Collectez immédiatement tous les débris végétaux. Placez-les dans des sacs scellés destinés à la décharge municipale. Ne mettez jamais, sous aucun prétexte, une partie de cette plante au compost. Les composés toxiques ne se dégradent pas rapidement et contamineraient votre sol. Après toute intervention sur le laurier rose, un lavage intensif des mains et des avant-bras à l'eau et au savon est obligatoire. Les vêtements ayant été en contact avec la sève doivent être isolés et lavés séparément. La localisation est un facteur déterminant. Ne plantez jamais de laurier rose à proximité des zones de culture vivrière, des patios ou des enclos pour animaux. Si la plante est maintenue, ajoutez des étiquettes d'avertissement claires sur la toxicité, surtout si vous recevez des visiteurs incapables d'identifier l'espèce. Mais il existe une solution plus radicale. L'option la plus sûre reste le remplacement complet, en particulier en présence d'enfants ou d'animaux. Des alternatives plus sûres offrent une structure persistante similaire et une floraison intense sans le risque mortel. L'hibiscus prospère dans les zones chaudes. Le rince-bouteille offre une densité comparable dans les climats appropriés. Les arbustes indigènes recommandés par les services agricoles locaux garantissent robustesse et sécurité. Le laurier rose est résistant, mais son profil de risque est extrême pour un aménagement résidentiel. Si vous le gardez, appliquez des précautions de niveau professionnel à chaque intervention. Si vous l'éliminez, évacuez la plante entière de manière sécurisée. Vous obtiendrez ainsi de la couleur et de l'intimité sans mettre en danger la vie biologique environnante. Une simple plante à fleurs blanches, elle semble inoffensive, mais elle possède le potentiel chimique d'abattre un mammifère adulte. Voici l'eupatoire rugueuse. À première vue, une herbe sauvage banale qui fleurit à la fin de l'été. Mais à l'intérieur de ses tissus circule une menace invisible, le tréméthol. Ce n'est pas une simple substance irritante, c'est une toxine cumulable qui empoisonne aussi bien les humains que les animaux. Le mécanisme de contamination est insidieux. Lorsque le bétail consomme ces feuilles, la toxine ne se dégrade pas. Elle passe directement dans le lait. C'est l'origine historique de la maladie du lait, une affection qui a décimé des populations entières par le passé.
L'ingestion directe par l'homme ou les animaux domestiques est tout aussi dangereuse. Les symptômes sont brutaux. Nausées violentes, vomissements, faiblesse musculaire généralisée. Dans les cas sévères, le système vital s'effondre et la mort survient. Cette plante n'apparaît pas par hasard. C'est une opportuniste. Elle colonise les jardins en provenance des zones boisées adjacentes ou des friches. Elle prospère dans l'ombre partielle et les sols perturbés. On la retrouve souvent le long des clôtures, près des zones de compostage ou derrière les hangars. Des endroits que l'homme inspecte rarement. Le danger vient de la confusion. Le jardinier novice la prend souvent pour une fleur sauvage décorative ou une plante médicinale. Elle ressemble étrangement à l'eupatoire perfolié ou à d'autres espèces indigènes inoffensives. Mais une erreur d'identification peut être fatale. Pour gérer cette menace, l'observation doit être clinique. Regardez la structure. Les feuilles sont en forme de cœur, bordées de dents acérées. Elles poussent de manière opposée sur la tige, l'une face à l'autre. Les fleurs forment des grappes au sommet plat, composées de petits filaments blancs et duveteux. Si le doute persiste, la confirmation par une application d'identification botanique ou un bureau d'extension locale est impérative. L'approximation est interdite. Une fois la cible confirmée, le protocole d'extraction s'active. L'équipement de protection est obligatoire. Gants épais et manches longues. Il ne suffit pas de couper la tige. Il faut extraire le système racinaire complet pour empêcher toute régénération. La logistique d'élimination est stricte. Interdiction formelle de composter. La toxine pourrait contaminer l'humus. Toutes les parties de la plante, racines comprises, doivent être placées immédiatement dans des sacs hermétiques et jetées avec les ordures ménagères. Après l'opération, le lavage des mains et la décontamination des outils doivent être minutieux. La prévention reste la meilleure défense. Inspectez régulièrement les zones ombragées. Éliminez les jeunes plants avant qu'ils ne produisent des graines et ne saturent le sol. Maintenez une distance de sécurité absolue entre cette espèce et les cultures comestibles ou les pâturages. Ne donnez jamais de résidus de jardin non identifiés aux animaux. L'eupatoire rugueuse a l'apparence de la délicatesse, mais c'est l'une des plantes indigènes les plus dangereuses de votre environnement. Éliminez la menace sans délai. Gardez les périmètres de votre terrain dégagés pour protéger votre foyer contre cet envahisseur toxique qui sévit depuis le XVIIe siècle. Seizième position sur la liste, le mançonnier. C'est l'une des entités biologiques les plus toxiques de la biosphère. On ne rencontre pas cet arbre dans un jardin standard. Il occupe une niche écologique spécifique, les zones tropicales et les littoraux côtiers. Parfois, il pousse naturellement. Parfois, il est planté comme brise-vent pour stabiliser les sols sablonneux. Mais sa structure entière est saturée de poison. La sève, l'écorce, le feuillage, les fruits. Aucun tissu n'est inoffensif. Le mécanisme de défense est chimique. La sève laiteuse contient des agents irritants d'une puissance extrême. Au simple contact, l'épiderme réagit. Des brûlures chimiques apparaissent. La peau se couvre de cloques. Si le liquide atteint l'œil, les conséquences sont lourdes. Lésions sévères de la cornée, cécité temporaire. L'organisme subit une attaque directe. Pourquoi ce fruit est-il si dangereux pour l'homme? Car il mime une ressource comestible. Il ressemble à une petite pomme sauvage, une apparence trompeuse. Les feuilles brillantes et les fruits pâles semblent invitants pour un enfant ou un visiteur ignorant la botanique tropicale. Mais à l'intérieur, la pulpe est un piège. L'ingestion provoque un œdème immédiat de la gorge. Les voies respiratoires gonflent.
La douleur est intense. L'intoxication peut entraîner la mort par asphyxie ou arrêt cardiaque. Le problème survient souvent par méconnaissance. Il y a ici une nuance physique importante. La menace n'exige pas de contact direct avec la plante. Il suffit de se tenir sous l'arbre. Lors d'une averse, l'eau ruisselle sur les feuilles cireuses. Elle se charge en toxines solubles. Les gouttes qui tombent deviennent corrosives. Elles brûlent la peau des personnes cherchant un abri. L'arbre crée une zone d'exclusion naturelle sous sa canopée. La destruction par le feu est également interdite. La combustion du bois libère une fumée nocive. L'inhalation irrite gravement les poumons et les yeux. Même le bois sec, coupé depuis longtemps, reste actif. La manipulation de branches mortes suffit à déclencher des réactions dermatologiques. Si un mancenillier est identifié sur une propriété, le protocole est strict. Il faut éviter tout contact physique. L'élagage personnel est une erreur de sécurité. N'essayez pas de le couper vous-même. Il est impératif de contacter les autorités locales. Seuls des professionnels formés à l'élimination de matières dangereuses peuvent intervenir. C'est une opération de décontamination, pas du jardinage. En attendant l'intervention, le marquage est obligatoire. Installez des panneaux d'avertissement clairs. Tendez des rubans de barrière. Le périmètre doit être infranchissable pour les humains et les animaux domestiques. Le bois ne doit jamais servir pour la construction ou le chauffage. Les fruits tombés au sol doivent être ramassés avec précaution pour ne pas attirer la faune. La protection repose sur la connaissance visuelle. Il faut savoir identifier la cible. Une écorce grise et lisse, des feuilles ovales et luisantes, des fruits jaune-vert, semblables à de petites pommes. Dans les régions à risque, une vérification auprès des services agronomiques locaux est nécessaire. C'est un cas où l'observation doit se faire à longue distance. Le danger est absolu. Une mauvaise manipulation entraîne des séquelles physiques durables. L'objectif est simple, garder cette espèce hors de la zone de vie. Une simple racine. Elle contient une charge toxique suffisante pour abattre un animal adulte en quelques minutes. La 18e cible sur la liste d'éradication prioritaire est la ciguë aquatique. Souvent classée comme la plante la plus vénéneuse d'Amérique du Nord, elle ne pousse pas par hasard. Elle colonise stratégiquement les zones saturées en humidité, les fossés boueux, les berges de ruisseaux et les bordures de jardins mal drainés. Ce n'est pas une simple mauvaise herbe, c'est un réservoir de poison. Pourquoi cette plante constitue-t-elle une menace biologique immédiate? La réponse réside dans sa chimie interne. Le danger provient de la cicutoxine, une neurotoxine puissante et instable. Elle se concentre massivement dans le système racinaire et la base des tiges. L'ingestion déclenche des convulsions violentes. Le processus est foudroyant. Il n'y a presque aucun signe avant-coureur et même une quantité microscopique ingérée peut s'avérer fatale. Les animaux domestiques et les enfants sont les premières victimes potentielles lorsque ces plantes envahissent les zones de passage ou les aires de jeu. Le risque est amplifié par un mimétisme végétal dangereux. La ciguë aquatique appartient à la famille des apiacées. En apparence, elle ressemble à une carotte sauvage, à un panais ou à d'autres herbes comestibles. Mais à l'intérieur, la composition est radicalement différente. L'identification exige une observation technique rigoureuse pour éviter une erreur mortelle. À l'examen rapproché, plusieurs indicateurs visuels trahissent sa nature. Les tiges creuses arborent des stries pourpres ou tachetées, absentes chez les variétés inoffensives. Les fleurs forment des ombelles composées, typiques de la famille. Mais le détail critique se trouve sur les feuilles.
Les nervures ne vont pas jusqu'à la pointe des dents du limbe. Elles se terminent étrangement au creux des incisions. L'analyse souterraine confirme le diagnostic. La racine est constituée de chambres cloisonnées distinctes. Lorsqu'on la coupe, elle libère immédiatement une sève jaunâtre et huileuse. C'est le concentré pur de toxines. Si l'identification n'est pas certaine à 100%, toute plante similaire située près d'un point d'eau doit être traitée comme un risque biologique majeur jusqu'à confirmation. L'élimination est une opération de précision qui requiert un protocole de sécurité. Le contact direct est interdit. Le port de gants étanches, de manches longues et de lunettes de protection est obligatoire. Il ne faut jamais tenter d'arracher les grands spécimens à la main. Une racine brisée exsude la sève toxique et le pivot restant dans le sol régénérera la plante rapidement. L'utilisation d'une pelle est nécessaire pour extraire la motte racinaire dans son intégralité. La perturbation du sol doit rester minimale pour éviter la dispersion. La logistique d'évacuation est stricte. Toutes les parties végétales doivent être mises en sac hermétique immédiatement et placées dans les ordures ménagères destinées à l'enfouissement. Le compostage est proscrit. Le brûlage est dangereux car les fumées peuvent transporter les composés neurotoxiques. Après l'intervention, une décontamination complète des mains, des outils et des chaussures s'impose. Les animaux doivent être tenus à l'écart de la zone de travail jusqu'au nettoyage final. La prévention repose sur la gestion hydraulique du site. Il faut réduire les zones d'eau stagnantes, faucher les fossés avant la montée en graines et surveiller les dépressions de terrain après les fortes pluies. Des avertissements clairs doivent être donnés pour empêcher la cueillette de toute plante à ombelle inconnue. Si la ciguë aquatique est répandue ou difficile d'accès, l'intervention d'une équipe professionnelle qualifiée devient nécessaire. Cette espèce n'a aucune place près d'une habitation. Il faut connaître ses caractéristiques, l'éliminer méthodiquement et maintenir une surveillance constante des zones humides pour qu'elles ne reviennent pas. Dix-neuvième culture sur la liste de contrôle, la fève. En agronomie pratique, c'est une légumineuse efficace, riche en azote et en protéines. Mais cette plante dissimule une menace biologique ciblée. Pour certains individus, ce n'est pas de la nourriture, c'est un poison génétique. Pourquoi une simple graine devient-elle toxique? La réponse réside dans le sang. Certaines personnes souffrent d'un déficit en G6PD, une anomalie enzymatique héréditaire. Pour elles, le contact avec la fève déclenche le favisme. Ce n'est pas une allergie, c'est une destruction cellulaire. Les composés de la plante attaquent les globules rouges, ils les font éclater. Les symptômes physiques sont brutaux. Fatigue soudaine, jaunisse marquée, la peau et les yeux virent au jaune. Le souffle devient court car le sang ne transporte plus assez d'oxygène. Dans les cas critiques, l'anémie est si sévère qu'elle engage le pronostic vital. De l'extérieur, le danger est indétectable. Les gousses vertes semblent inoffensives au milieu du potager. Mais à l'intérieur, la chimie est active. Le jardinier amateur sous-estime souvent ce risque. Il récolte une gousse, il la goûte crue pour tester la maturité. Ou il offre sa récolte aux voisins sans connaître leur dossier médical. L'erreur peut être fatale. Le danger s'étend aux enfants et aux animaux domestiques. La cuisson réduit la concentration des composés toxiques, mais ne les élimine jamais totalement pour un sujet sensible. Il y a une nuance aérienne. L'ingestion n'est pas le seul vecteur. Durant la saison de floraison, la plante libère du pollen. L'inhalation de ces particules suffit à provoquer une crise chez les personnes atteintes du déficit.
surtout en cas d'exposition prolongée à proximité des rangs. La géographie joue un rôle statistique. Cette anomalie génétique est fréquente. Elle est particulièrement répandue dans les familles d'ascendance méditerranéenne, africaine ou asiatique. Avant de semer, une vérification s'impose. Analysez l'historique de santé de votre foyer. Si le doute subsiste, la logique de survie dicte d'abandonner cette culture ou de la reléguer loin des zones de passage. Si vous cultivez la fève, appliquez un protocole de sécurité strict. La cuisson doit être complète. L'eau bouillante est le meilleur outil pour dégrader les toxines naturelles et rendre le produit consommable pour la population générale. Lors de la maintenance des plants, portez des gants. Lavez-vous les mains immédiatement après chaque contact, surtout pendant la floraison ou la récolte. Interdisez l'accès de la parcelle aux animaux et surveillez les enfants pour empêcher toute consommation crue. Si le risque logistique est trop élevé, optez pour un substitut. Les pois chiches ou les lentilles offrent des valeurs nutritionnelles similaires sans la charge toxique. La fève peut être une culture gratifiante, mais pour le mauvais génotype, elle est dangereuse. Connaissez votre statut biologique. Traitez la récolte avec rigueur. La sécurité alimentaire passe avant la productivité. Une simple feuille argentée peut dissimuler un agent neurotoxique puissant. La plante numéro 20 sur cette liste est l'absinthe. Visuellement, elle se distingue par son feuillage gris-argent et une architecture robuste. Olfactivement, elle dégage une odeur herbacée intense, presque agressive. Historiquement, c'est la base de thés médicinaux, de teintures et de la célèbre liqueur verte qui a marqué le XIXe siècle. Mais l'analyse chimique révèle une réalité plus sombre. Cette plante est une usine biologique à tuyonne. C'est un composé organique volatile qui, à dose élevée, devient un poison pour le système nerveux central. Pourquoi cultiver une telle substance? Pour l'horticulteur amateur, le danger réside dans le dosage. Le surdosage brutal ne prévient pas nausées, vertiges et, dans les cas extrêmes, convulsions ou hallucinations. Le mécanisme de toxicité ne fait aucune distinction entre un humain et un animal domestique. Même le simple contact cutané avec les huiles amères de la plante peut déclencher des irritations dermiques chez les sujets sensibles. Il y a ici une nuance critique. Le risque majeur provient d'une erreur de logique. Croire que « naturel » signifie « inoffensif ». En agronomie pratique, c'est une faute grave. Une consommation prolongée, particulièrement sous forme de décoction artisanale mal dosée, sature l'organisme et attaque les terminaisons nerveuses. L'erreur d'identification est fréquente. À l'examen rapproché, la feuille d'absinthe ressemble étrangement à celle de l'estragon ou de certaines sauges comestibles. Une mastication accidentelle, pour tester la texture, libère immédiatement les principes actifs dans la salive. Pour un animal explorant le jardin, quelques bouchées suffisent pour provoquer une intoxication. Pour sécuriser le périmètre, le protocole est strict. Traitez l'absinthe comme un spécimen purement ornemental, jamais comme une herbe de cuisine occasionnelle. L'utilisation médicinale ne doit se faire que sous la supervision rigoureuse d'un spécialiste qualifié. L'improvisation est interdite. La logistique de sécurité impose un étiquetage clair. Chaque plant doit être identifié pour éviter toute confusion lors de la récolte des aromates voisins. L'équipement de protection est requis. Portez des gants lors de la taille. Les huiles ne doivent pas rester sur la peau. Le lavage des mains après intervention est une procédure standard, obligatoire. Il faut également gérer la contamination croisée. L'emplacement est stratégique.
Ne plantez jamais d'absinthe à proximité immédiate des cultures vivrières. Une feuille séchée, tombée accidentellement dans un panier de laitue, peut contaminer la récolte. La gestion des déchets demande aussi une attention particulière. L'élimination est simple, mais ne tolère aucun écart. Les coupes et résidus doivent être ensachés et envoyés à la décharge. Interdiction absolue de les mettre au compost. Pourquoi? Les huiles essentielles de l'absinthe possèdent des propriétés antimicrobiennes puissantes. Dans un tas de compost, elles ne se dégradent pas inoffensivement. Elles stérilisent le milieu, tuant les bactéries et les champignons nécessaires à la décomposition de la matière organique. Un seul apport massif d'absinthe peut stopper l'activité biologique de votre composteur pour plusieurs semaines. Si l'objectif est uniquement l'esthétique argentée, des alternatives existent. La lavande ou l'Artemisia Powys Castle offrent la même structure visuelle. Elles imitent l'aspect sans imposer la charge toxique. La beauté brute de l'absinthe a sa place, mais uniquement dans un environnement contrôlé par la connaissance et le respect des risques chimiques. Passons maintenant au conseil bonus mentionné au début. La sécurité passive ne suffit pas toujours. Il faut installer des barrières physiques. Autour des zones à risque botanique, l'infrastructure doit changer. Il ne s'agit pas de décoration, mais de confinement. Installer des clôtures basses ou des filets rigides. Utiliser des lits de culture surélevés avec des bords nets pour empêcher tout contact accidentel par des enfants ou des animaux. L'information visuelle est cruciale. Ajoutez une signalisation d'avertissement à hauteur des yeux, près des portails et le long des allées de circulation. Les limites doivent être claires. Cela réduit la curiosité et indique immédiatement quelles zones sont interdites d'accès, même pour un visiteur ignorant tout de la botanique. La structure doit être assez solide pour résister à une pression physique. C'est une mesure proactive qui ajoute une couche de sécurité supérieure à la simple éducation ou à l'étiquetage. C'est ainsi que l'on transforme un jardin potentiel en zone sécurisée. Merci d'avoir suivi cette analyse technique jusqu'au bout. Si ces données vous sont utiles, validez le contenu et abonnez-vous pour d'autres rapports sur l'ingénierie horticole. Consultez nos autres dossiers sur l'optimisation des cultures. Le contrôle est la clé de la durabilité.